Nous allons accueillir maintenant Gabriel Attal, que nous remercions beaucoup d'être là, secrétaire d'État, rattaché d'ailleurs au ministre de l'Éducation nationale et pas au ministre de la Santé. Allez au pupitre. Merci beaucoup d'être là. Alors, vous êtes toujours le plus jeune membre du gouvernement ? Toujours. Vous êtes sorti depuis quelques mois du cadre de l'étude puisque vous avez franchi le cap des 30 ans. Voilà, mais ça ne vous empêche pas d'avoir un regard pertinent sur ce sujet. Vous êtes entré dans la vie comme moi j'entrais dans la vie active. Donc voilà. En passant, notamment par l'école alsacienne, où on s'était croisés. Vous allez nous parler de ce sujet, mais évidemment, vous êtes aussi Monsieur SNU, ce fameux service national universel qui, sans remplacer le service militaire, doit retrouver certaines de ses fonctions, le faire nation. Mais moi, je me souviens, quand on nous promettait, quand on nous annonçait le service militaire, on nous disait aussi, ça sera un rendez-vous pour votre santé. Les yeux, les dents, l'ouïe. Ça sera le moment où on va vous faire un bilan de votre santé. Après, vous allez entrer dans la vie active, vous n'y penserez plus. Mais du vaccin jusqu'à votre état, c'est le moment où il y aura un rendez-vous de santé pour la jeunesse. Est-ce que le SNU sera ça aussi ? Merci d'être là, à vous. Merci. Monsieur le directeur général, président de la Fondation Ramsès Santé, monsieur le directeur de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, mesdames, messieurs. La jeunesse, c'est l'âge des possibles, c'est l'indépendance nouvelle vis-à-vis des parents, c'est l'entrée dans une vie émancipée, l'indépendance financière, la traversée des frontières pour les étudiants, tout concourt à croquer la vie à pleines dents et à oublier que le corps est un capital dont il faut prendre soin. Et c'est d'autant plus vrai qu'à cet âge de la vie, le corps est dans la plénitude de ses moyens. Plus grand, plus fort que dans les années d'enfance, qui ne sont pas si lointaines, plus sain que celui des aînés. Objet de fierté pour les jeunes sportifs, nous l'avons vu dans le reportage, même amateurs qui atteignent probablement les meilleures performances physiques de leur vie, objet de plaisir au travers d'une sexualité débutante. Le revers de la médaille est malheureusement connu. Trop de jeunes vivent un mal-être qui aboutit à un rejet de leur propre corps, parfois trop lourd, parfois trop maigre, parfois trop différent des standards physiques véhiculés sur les écrans. Plusieurs millions d'entre eux connaissent également une précarité économique et sociale synonyme de mauvaise santé. Véritablement, les jeunes malmènent leur corps car ils le soumettent à rude épreuve. C'est pourquoi il nous faut agir et c'est pourquoi nous devons leur apporter des solutions et nous devons les aider à être acteurs de leur propre santé. Et c'est pourquoi votre journée sur ce thème est particulièrement importante. Tout d'abord, de quoi et de qui allons-nous parler et qui sont les jeunes de notre pays ? On me pose souvent cette question, puisque je suis secrétaire d'État à la jeunesse. J'ai tendance d'abord à répondre que la jeunesse est avant tout un état d'esprit, ce qui rassure souvent mes interlocuteurs qui me posent cette même question. Mais on a coutume de définir la jeunesse comme un état transitoire vers l'âge adulte, caractérisé par le franchissement des 3 seuils symboliques, celui de l'entrée dans l'emploi stable, de l'accession à une résidence indépendante et celui de la mise en couple. Or, force est de constater que les parcours d'entrée dans la vie adulte sont diversifiés, sont allongés. La situation des jeunes Français paraît plus hybride et il est probablement plus difficile qu'auparavant d'en brosser un portrait fidèle. Le départ du foyer familial est à ce titre tout à fait symptomatique, puisque si l'âge médian a un peu évolué depuis 40 ans, il se situe autour de 23 ans, les jeunes filles partant un peu plus tôt que les garçons, on constate de plus en plus que ce départ n'est pas définitif. Et 13% des jeunes de moins de 30 ans reviennent vivre chez leurs parents après avoir décohabité. Situation hybride donc, mais aussi malheureusement disparité et inégalité. Au fond, il y a peut-être autant de santé des jeunes qu'il y a de jeunesse dans notre pays. Quand on parle de jeunesse au sens global du terme, c'est bien ce qui cache et ce qui permet, en y regardant un peu plus près, d'appréhender des situations qui sont très différentes, parfois radicalement différentes. Parmi les près de 12 millions de jeunes de 15 à 29 ans qui résident dans notre pays, près de 14% ne sont ni en emploi ni en formation et 16,5% des jeunes actifs sont au chômage, contre 9,4% toutes classes d'âge confondues. Ces difficultés sur le marché du travail se traduisent également dans des conditions de vie dégradées. Ainsi, en 2015, 20% des jeunes de moins de 30 ans avaient un niveau de vie inférieur au seuil de pauvreté. 4,5 millions de jeunes disposaient de moins de 1 000 € par mois pour vivre et 9% sont contraints de restreindre leur consommation, notamment alimentaire. Alors oui, les jeunes étudient, ils voyagent, ils créent des entreprises, et je rappellerai à ce titre qu'un créateur d'entreprise individuelle sur 3 a entre 20 et 29 ans. Mais oui, aussi, les jeunes sont touchés de plein fouet par la précarité économique et sociale. Dès lors, on imagine aisément que la diversité des états de santé est grande parmi
les jeunes. De fait, si l'on restreint la question de la santé à l'absence de maladie, on peut considérer que les jeunes sont globalement en bonne santé. Ils sont en effet moins concernés par les pathologies chroniques qui apparaissent pour la plupart avec l'âge, mais dont le lit se fait tout au long de la vie. C'est d'ailleurs ce qu'ils affirment. 9 sur 10 s'estiment en bonne santé et 41% considèrent que leur état de santé est bon, 50% très bon. Pourtant, y regarder de plus près, le bilan n'est pas aussi positif. Un tiers d'entre eux n'a pas un indice de masse corporelle satisfaisant. C'est la thématique que vous abordez qui est absolument fondamentale aujourd'hui. Un décalage réel existe donc entre leur perception et leur état réel, un décalage qui est lié à une véritable méconnaissance des risques auxquels ils sont exposés, qui sont liés notamment à leur mode de vie choisi ou subi, qu'il s'agisse de sexualité, de consommation de drogue ou d'alcool, d'alimentation, de sécurité routière, de sédentarité ou de logement. La politique de santé des jeunes doit donc nécessairement et principalement concerner les questions de prévention, cela a été dit, d'information et d'éducation à la santé. En cet âge de la jeunesse, cet âge est, j'en suis convaincu, le bon moment pour développer la prévention et l'éducation, et beaucoup d'initiatives ont été portées en ce sens, et peu à peu, nos politiques de santé sont en train de se réorienter vers cet objectif. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. La prévention et les politiques publiques volontaristes ont un impact. Je ne reciterai pas les chiffres du tabagisme, qui sont extrêmement positifs depuis maintenant 2 ou 3 ans, et notamment chez les jeunes. Le pourcentage des jeunes qui ont testé au moins une fois le cannabis et d'autres substances illicites a aussi reculé, respectivement de 9 et de 2 points en 3 ans. Et je me réjouis que vos travaux abordent aujourd'hui 2 thématiques de prévention et d'éducation à la santé qui me paraissent essentielles, le sport santé et la prévention par les pairs. On le sait, ce sont en proportion les jeunes qui sont les plus nombreux au sein des associations sportives. Un jeune sur 3 est licencié. Adhérer à une association sportive, c'est évidemment faire du sport, mais ça n'est pas que ça, c'est participer à un collectif humain, partager des valeurs et des engagements. Et je sais combien la dimension éducative est majeure pour tous les bénévoles qui s'engagent dans les associations. Pour eux, le sport n'est pas simplement synonyme de compétition. Ils sont de fervents promoteurs auprès des jeunes de modes de vie propices à leur bonne santé. Leur impact est positif et considérable. Et je tiens ici à les en remercier et à saluer leur engagement. Et je tiens à rappeler que parmi ces bénévoles ne figurent pas que des adultes, mais aussi des jeunes qui s'engagent. L'engouement de la jeunesse pour les associations en France est réel. Ils y trouvent une réponse à leur souhait d'être utiles à la société et d'agir pour les autres, un lieu où exercer leur citoyenneté et mettre en pratique les valeurs d'égalité, de solidarité et de respect auxquelles ils sont particulièrement attachés. Ces jeunes bénévoles, nous les retrouvons également dans les campagnes d'information et de prévention santé portées par les associations et les mutuelles étudiantes. Et je crois véritablement au bien fondé de ce mode d'action entre pairs qui s'est retrouvé dans le micro-trottoir que nous avons vu. Au fond, les jeunes ont moins envie d'une nounou que d'un ami pour aborder les questions de santé avec eux. Ils ont moins envie de culpabilisation que d'information, de conseils. Et sans doute devons-nous continuer à réinterroger nos pratiques et nos vecteurs qui nous permettent de s'adresser à cette jeunesse. J'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous abordiez sur la mise en place d'un chatbot. Je crois profondément que c'est aussi à travers ces initiatives que nous permettons de nous adresser plus facilement aux jeunes. L'action publique pour la santé des jeunes, nous la voulons à la fois spécifique, l'État s'est donné 4 grandes priorités d'action, et globale, en agissant partout pour la jeunesse. Les 4 priorités d'action concernent des problématiques qui ont des conséquences qui peuvent être immédiates ou plus tardives. La sécurité routière, car les décès sur la route sont la première cause de mortalité chez les jeunes. La santé mentale, car les suicides représentent la 2e cause de mortalité chez les jeunes, et parce que la souffrance psychique a des conséquences sur la scolarité, l'insertion socio-professionnelle. Les troubles mentaux installés chez les jeunes ont tendance à persister à l'âge adulte et se révèlent plus sévères. Les conduites addictives, dont certaines peuvent avoir des conséquences dramatiques immédiates, je pense évidemment à l'alcoolisation massive ou à l'utilisation de drogues dures, ou à plus long terme comme le tabagisme. Et enfin, l'exposition à des maladies sexuellement transmissibles, à des grossesses précoces non désirées. L'approche globale consiste quant à elle tout d'abord à instiller des mesures pour la jeunesse dans l'ensemble des politiques publiques. Je pense par exemple aux mesures pour favoriser la mixité sociale et la mobilité dans le parc privé et le parc social qui ont été prises dans le cadre de la loi Elan, puisque nous savons que le logement a un impact très fort sur la santé, notamment chez les jeunes. Il est souvent l'une des premières raisons, la dégradation des conditions de vie au quotidien. Ensuite, il s'agit d'inscrire des mesures de santé publique dans nos politiques de jeunesse. Et j'en viens au service national universel que j'ai la responsabilité de mettre en place. Vous l'avez dit,
le président de la République a souhaité ce service national universel, non pas pour recréer ce qu'était le service militaire, mais en tout cas pour finalement reprendre ce qui fonctionnait et ce qui permettait de tendre vers des objectifs qui n'ont malheureusement pas disparu aujourd'hui. Et la question de la santé est absolument centrale dans ce travail. Et je dois dire que j'ai été particulièrement surpris de l'impact du bilan de santé que nous avons effectué pour les 2000 jeunes volontaires lors de la session pilote de juin dernier. Thibaut de Saint-Paul, qui est ici avec ses équipes, est en train de finaliser un rapport que j'attends énormément sur l'évaluation de cette phase pilote du service national universel, et je suis sûr que ce rapport dira beaucoup de l'impact de ce bilan de santé. Mais ce que j'ai constaté en me déplaçant dans quasiment chacun des centres du service national universel, c'est que finalement ce bilan de santé était sans doute un des éléments les plus plébiscités par les jeunes à l'occasion du SNU. Et ça m'a poussé à m'interroger, parce que il y a des bilans de santé qui sont prévus à plusieurs étapes de la vie des jeunes. Il y a un contact avec des professionnels de santé qui est prévu à plusieurs étapes de leur vie. Et pourtant, c'est bien ce bilan de santé et ce moment qui a fait partie des moments les plus plébiscités pour eux. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont sentis davantage en confiance pour aborder un certain nombre de questions, parce que le service national universel, c'est aussi une expérience de dépaysement. Les jeunes font leur service national dans une autre région que la leur, avec des jeunes qui viennent d'autres régions que la leur, et ils croisent des personnes, des encadrants, et les professionnels de santé aussi, dont ils savent qu'ils ne les recroiseront sans doute pas plus tard. Ce qui permet une libération de la parole, et ce qui a permis très concrètement à des jeunes d'aborder des questions qu'ils n'avaient jamais osé aborder auparavant. Ce qui doit nous pousser à réinterroger un certain nombre de choses, qui, encore une fois, soutient un certain nombre d'initiatives que vous avez abordées, comme l'utilisation du numérique, qui permet d'aborder en confiance des questions de manière anonyme, en tout cas pour avoir une première information. Mais ce qui doit nous interroger, et à ce titre, les questions de santé mentale ont été aussi extrêmement fortes, parce que les jeunes, en mettant des mots sur ce qu'ils vivent, en mettant des mots sur leur situation, on dit beaucoup de l'état de la jeunesse aujourd'hui. Une parole s'est libérée à l'occasion du service national universel, pas uniquement d'ailleurs dans les bilans de santé où des jeunes ont fait état de souffrances très fortes qu'ils vivent au quotidien, ce qui nous a d'ailleurs conduit à mettre en place quasiment en urgence un suivi et un accompagnement psychologique pour les encadrants des jeunes qui étaient face à une parole qui se libérait, ils n'étaient pas préparés à cette parole. Mais je pense qu'il y aura beaucoup d'enseignements à tirer de ce bilan de santé et de ce que nous avons perçu de la santé des jeunes à l'occasion du service national universel. Les médecins qui étaient au contact des jeunes ont aussi dit qu'en termes épidémiologiques, c'était particulièrement intéressant et utile pour eux et pour leurs travaux, puisqu'ils avaient face à eux la jeunesse représentée dans sa diversité, avec des origines géographiques et sociales diverses. Enfin, nous faisons en sorte que les spécificités des jeunes que les spécificités des jeunes soient prises en compte dans les politiques de santé publique dans leur globalité. La stratégie nationale de santé 2018-2022 comporte ainsi un volet spécifiquement dédié à la politique de santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune, de même que le plan national de santé publique qui prévoit le pass préservatif pour un accès gratuit à ce mode de contraception, la formation des animateurs et des éducateurs sportifs aux questions de santé sexuelle, ou encore l'organisation d'un parcours de soins pour les jeunes de 11 à 21 ans en situation de souffrance psychique. Tout cela s'appuie sur une réforme majeure qui a été engagée par le précédent gouvernement. Je parle évidemment de la protection universelle maladie, puisque nous pouvons imaginer tous les dispositifs en matière de santé des jeunes, mais si nous ne garantissons pas la continuité des soins, et si nous ne simplifions pas la protection sociale, alors nous ne parviendrons ni à lutter contre le non-recours aux droits et aux soins, ni à favoriser l'autonomie des jeunes. C'est une simplification qui est essentielle et c'est une information qui doit également être portée aux jeunes. Et à ce titre, je tiens à souligner le travail considérable fourni par le réseau Information Jeunesse, qui est un relais majeur sur l'ensemble du territoire de la République. Là aussi, en termes d'information jeunesse et notamment sur les questions de santé, nous pouvons progresser. Nous développons actuellement de manière expérimentale un outil qui s'appelle la boussole des jeunes, qui permet à l'échelle d'un territoire, une métropole en général, d'aborder, d'appréhender l'accès aux droits des jeunes, l'accès aux soins des jeunes dans leur globalité et surtout à partir du terrain. Au fond, quand on parle avec les jeunes d'Information Jeunesse, ils disent qu'il y a tellement d'informations qu'il y a peu d'informations. Et qu'il y a tellement de lieux où s'informer, qu'il y a tellement de vecteurs d'information, que c'est très difficile de s'orienter dans l'information et d'accéder à la bonne information qui correspond à notre situation et à ce qu'on cherche. Et souvent, des plateformes nationales, des vecteurs d'information nationaux
informe sur des dispositifs qui parfois ne se retrouvent pas localement dans la situation que vivent les jeunes. Avec la boussole des jeunes, nous faisons le chemin inverse. Nous partons du local en mettant l'ensemble des acteurs qui sont au contact de la jeunesse autour d'une même table pour définir un parcours et définir une information qui correspond aux besoins des jeunes. C'est beaucoup plus long que de mettre en place des dispositifs nationaux, mais nous sommes en train de mesurer que ça marche. Nous l'avons expérimenté dans le Grand Lyon, à Reims. Nous sommes en train de le lancer dans d'autres territoires et les effets sont positifs, et notamment en matière de santé. C'est très, très positif et cela doit nous guider pour la suite. Puisque, et je en terminerai par là, c'est ma conviction et c'est notre conviction, je crois, c'est pour ça que nous sommes rassemblés aujourd'hui, c'est par la coopération de tous les acteurs publics et privés, par l'apport de solutions concrètes et de moyens d'exercer sa citoyenneté que nous parviendrons à gagner la bataille de la santé des jeunes. Je suis en charge de la jeunesse, je suis aussi en charge de la vie associative et des fondations. À ce titre, je travaille beaucoup sur cet enjeu de l'engagement des entreprises, l'engagement des fondations. Et je veux vraiment saluer l'organisation de ces rencontres, de cette deuxième édition, puisque les entreprises et les fondations d'entreprises ont leur place dans l'accomplissement de l'intérêt général, dans les réflexions qui doivent guider l'action publique, parce qu'il y a une connaissance du terrain, parce qu'il y a une capacité à fédérer un certain nombre d'acteurs autour de soi pour aborder ces enjeux. L'enjeu qui nous réunit aujourd'hui, qui vous réunit, c'est de répondre aux vœux du président de la République qu'il formulait en 2017 pour la jeunesse. Je le cite, trouver un mode spécifique de liberté, une autonomie adossée à la solidarité. Et les questions de santé ont un rôle absolument fondamental dans cet objectif. Et vous me trouverez toujours à vos côtés pour y concourir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Un mot peut-être du calendrier. La généralisation du service national universel et le déploiement de la boussole, ça sera fait d'ici la fin du quinquennat ? C'est une question que les journalistes me posent très régulièrement. C'est un scoop, donc je comprends que vous me la posiez en plus. Non, sur le calendrier du service national universel, on a eu une phase pilote avec 2000 jeunes volontaires en juin dernier dans 13 départements pilotes. L'an prochain, nous aborderons la première étape de montée en puissance avec un SNU qui sera lancé dans tous les départements français. Pour l'année prochaine encore avec une première cohorte de volontaires, ce qui fera entre 30 et 40 000 jeunes au niveau national. Et puis ensuite, un calendrier de montée en puissance progressive. J'ai remis au président et au Premier ministre mes propositions et j'attends un arbitrage. Mais le président de la République a souhaité aller plus vite que ce qui était prévu avant ma nomination au gouvernement, c'est-à-dire une généralisation en 2026. Il souhaite que ce soit beaucoup plus rapide. Donc ce que je peux vous dire, c'est que le SNU sera généralisé avant que la réforme des retraites entre en vigueur. C'est tant mieux. Mais je ne peux pas vous donner de date exacte aujourd'hui. En tout cas, moi, mon souhait, c'est que cette question de la santé reste très présente. Évidemment, cela va nous réinterroger sur la manière de l'accomplir, puisque ce que nous pouvions faire pour 2000 jeunes avec des professionnels qui venaient dans les centres, il va être difficile de le faire dans les mêmes conditions pour 800 000 jeunes. Et donc, il faut que nous regardions et que nous travaillions, et j'y travaille avec Agnès Buzyn, sur la meilleure manière de maintenir ce bilan de santé et de maintenir ce lien et ce contact de prévention, ce contact de dialogue avec un professionnel de santé dans un SNU qui sera généralisé. Sur la boussole des jeunes, nous avons expérimenté dans plusieurs territoires et nous travaillons à un scénario qui nous permettrait de généraliser. Là aussi, nous sommes en phase d'arbitrage puisqu'un comité interministériel jeunesse devrait se tenir d'ici à la fin de l'année. Il sera d'ailleurs intéressant que les travaux que vous abordez aujourd'hui puissent nourrir nos propositions et nos mesures sur les questions de santé. Mais là aussi, je pense que nous pouvons avancer d'ici à la fin du quinquennat. Merci beaucoup. Voilà des logiques Merci. qui rencontrent celles des centres de soins primaires. Merci beaucoup. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci.